Bonjour à tous et bienvenue dans les débriefs de week-end de Football Database. Alors, très content de vous retrouver après cette aventure où on a couvert toute la compétition de cet été, tout l'Euro. Donc, on a décidé de poursuivre ce principe de débrief. Mais cette fois-ci, on va débriefer l'actualité footballistique du week-end façon Football Database pour bien décrypter, bien analyser les matchs de ces 2 derniers jours. Et pour m'accompagner, je suis avec Arnaud, fondateur du site. Salut Arnaud. Salut Nathanaël. Alors, programme de l'émission, nous allons commencer par l'Olympique de Marseille face au Racing Club de Lens. C'est la défaite de l'Olympique de Marseille et la première défaite de l'OM à domicile depuis plusieurs mois. Et ça vaut le coup d'être souligné, donc on va y revenir. Ensuite, on va enchaîner avec notre débat du jour, puisque cette semaine, c'est le retour de la Ligue des Champions et ce choc opposant euh, le Paris Saint-Germain à Manchester City qui reprend du poil de la bête. Donc, on va s'intéresser aux forces en présence de part et d'autre de chaque équipe. Et puis, pour clôturer notre débrief, on placera bien évidemment quelques mots sur le Napoli qui n'a toujours pas perdu en Serie A et qui est même d'ailleurs sur une série de victoires depuis le début du championnat. Voilà. Mais pour commencer, Arnaud, on va revenir sur l'excellente performance du Racing Club de Lens sur la pelouse de l'OM au Vélodrome. Alors, comme on l'a dit en introduction, l'OM n'avait pas perdu depuis le 7 février 2021 et une défaite 2-0 face au Paris Saint-Germain. Ça place quand même la performance du Racing Club de Lens, je pense, sur cette journée. Euh, Arnaud, toi, quand tu vois cette équipe de Lens jouer et quand tu vois ce qu'elle est capable de faire, et même quand on s'intéresse tout simplement au parcours de Lens cette saison, à savoir bah, 3 victoires consécutives à l'extérieur face à Monaco, Bordeaux et Marseille, qui ne sont pas des petites équipes, est-ce qu'on ne tiendrait pas là, pour le moment, la meilleure équipe du championnat derrière Paris? Bon, en tout cas, ils le sont au classement. Ils sont deuxième aujourd'hui derrière Paris. Alors, c'est loin derrière Paris, puisqu'ils sont à 9 points quand même du PSG qui a tout gagné depuis le début de la saison. Malgré tout, alors ils sont en tête d'une meute, puisqu'il y a quand même, on va dire, 7 équipes en 4 points. Donc, c'est quand même énorme. Malgré tout, donc ils sont en tête de cette meute-là, deuxième. Et avec un très beau parcours à la clé, tu l'as dit, des victoires contre Monaco, contre Bordeaux, contre l'OM à l'extérieur à chaque fois. Donc ça prouve quand même la valeur de cette équipe. Une équipe qui nous avait déjà surpris l'année dernière, avec des qualités assez intéressantes, des joueurs qui étaient aussi un peu, enfin pas nouveaux, mais en tout cas qu'on connaissait très peu, genre Jonathan Klaus à droite par exemple. Sotoka aussi en attaque, Medina en défense, avec Badé également qui est parti. Euh, on a vu que cette saison, malgré, on va dire, l'arrêt de cet effet de surprise qu'il y avait pu avoir la saison dernière en tant que promu, ils ont continué à réussir de belles performances. Ils ont bien renouvelé aussi leur effectif. Il y a le petit Polonais Frankowski là, qui nous a marqué un magnifique but ce week-end contre l'OM, qui a réalisé une performance admirable et qui s'est très bien adapté à son nouveau club. Là, même ce week-end, on a vu que Kakuta et Klaus ont démarré sur le banc, ça ne les a pas empêchés d'être très compétitifs contre l'OM. Finalement, on se rend compte que cette équipe de Lens, elle est complète, elle a un banc, elle est capable de bousculer même les plus grands. C'est assez fort, quoi. Nathanaël, toi qui as suivi aussi ces performances de Lens, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, ce que j'apprécie beaucoup sur cette équipe lensoise, si tu veux, c'est le fait qu'aujourd'hui, plus généralement dans le foot, on associe certaines formations à certains styles de jeu. C'est-à-dire que quand on va voir qu'un coach, en l'occurrence Franck S, va décider de jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3, on va penser qu'il va venir défendre. Et au final, on se rend compte que pas du tout, parce que cette équipe de Lens, même si elle a une bonne assise défensive, eh ben, quand elle a le ballon, elle l'utilise très bien, elle utilise bien les espaces, elle se projette, elle apporte du danger dans la surface adverse, et puis surtout, elle marque des buts, cette équipe de Lens. Donc elle est tout sauf ennuyante, elle est tout sauf défensive, elle est même spectaculaire. Il faut quand même le rappeler,
La dernière fois que l'OM avait pris, la dernière fois que l'OM a pris 3 buts à domicile, c'était quand même en 2020, il y a plus d'1 an et demi, et c'était une défaite 3-1 face à Nantes. Et ça prouve, une fois de plus, que c'est peut-être aussi le meilleur moyen de déranger les grosses équipes, au final. C'est de ne pas fermer le jeu et de jouer. Donc ça implique, certes, de s'exposer à des contres, à des gros contres, mais je pense que c'est aussi le meilleur moyen de les embêter. Et Lens, cette saison, est la preuve que ça fonctionne parce que, on la rappelle, hein, 3 victoires consécutives à l'extérieur, à Monaco, à Bordeaux, à Marseille, c'est pas rien. Sachant que le premier match à l'extérieur qu'ils ont joué cette saison, c'était face à Rennes, où ils n'ont pas perdu aussi, ils ont fait un partout. Donc, en gardant cette philosophie-là, et en n'ayant qu'un match à la semaine par gérer aussi, contrairement aux équipes européennes qui sont dans cette équipe dans ce championnat, peut-être que Lens peut se stabiliser une nouvelle fois dans le top 10. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que cette équipe de Lens, elle s'appuie sur un milieu de terrain très talentueux. Je pense notamment à Seko Fofana qui réalise encore un début de saison assez flamboyant, alors que déjà l'année dernière, il avait été assez époustouflant au milieu et il avait montré toutes ses qualités. Cette année, il est encore un niveau au-dessus de ce qu'il avait fait l'année dernière. Ce milieu-là, est-ce que c'est pas finalement l'un des meilleurs milieux du championnat? Bien sûr que si, moi en tout cas je le pense. Alors il est dans la discussion avec aussi les Lucas Paqueta, bon, dans un registre différent évidemment, mais à mon sens ils sont comparables dans l'activité importante qu'ils ont pour leur équipe qui repose énormément sur ça. On les voit au four et au moulin. C'est vraiment pour le coup un milieu box-to-box efficace entre les deux surfaces. Ils se projettent, ils marquent un volume de course incroyable, un excellent volume de jeu. Il est aussi bon à la course qu'à la passe. Je pense, une bénédiction pour le Racing Club de Lens d'avoir un tel milieu dans son équipe qui, au-delà de ses qualités, maintient aussi un cap de performance, comme tu l'as dit. Arnaud, la saison dernière, il était déjà performant. Et là, on a l'impression, comme tu l'as dit une fois de plus, qu'il a élevé son niveau de jeu et ça profite à toute l'équipe. Et au final, c'est ce qu'il faut pour le Racing Club de Lens. Ouais, et puis on voit aussi que finalement en attaque, ils ont quand même pléthore d'attaquants, hein. Il y a Sotoka, Jean, Kalimundo, Saïd, Ganago. Tout le monde joue, ça tourne, et finalement, ils ne perdent pas en efficacité, hein. On voit les attaquants, Sotoka est à 2 buts, Ganago aussi, Saïd est à 1, Kalimundo n'a pas encore marqué cette saison, mais il est arrivé un petit peu plus tard. On voit que ça tourne et que malgré tout, il continue à être efficace devant. C'est assez fort de la part de Franck Hez de maintenir comme ça une attaque où tous ces attaquants au niveau, alors que ils jouent pas forcément et parfois ils démarrent sur le banc, etc. C'est quand même assez fort de sa part d'avoir des attaquants interchangeables comme ça, hein. C'est fort et puis c'est intéressant dans la mesure où les attaquants que tu viens de citer, Arnaud, ont des profils différents. Donc forcément, ça te permet d'avoir une meilleure adaptabilité en fonction de l'équipe que tu affrontes. Et puis ça te laisse aussi des cartouches supplémentaires sur le banc si tu dois faire un réajustement tactique au cours d'un match. Et ça profite une fois plus à cette équipe de Lens qui, franchement, sur le papier, parce que depuis tout à l'heure, on parle éventuellement de la force collective, parce que je pense que c'est la première chose qui revient quand on parle de Lens, mais quand on voit les attaquants qu'il y a dans cette équipe, sont quand même sont pas forcément les meilleurs attaquants de Ligue 1, mais sont des attaquants très sérieux, capables de marquer face à n'importe quelle équipe. Et moi, j'attends beaucoup Arnaud Kalimundo, qui, à mon sens, aurait pu cette saison. Alors, il n'aurait pas été titulaire à Paris, bien évidemment, mais à mon avis, il aurait pu, de par ses qualités, gratter un peu de temps de jeu, parce qu'il est très intéressant, je trouve, et qui se fond très bien dans un collectif. Il a une très bonne qualité d'appel, il comprend très bien le jeu, un excellent jeu en remise. À mon sens, il n'aurait pas fait tâche à Paris cette saison. C'est tant mieux pour Lens. C'est tant mieux pour Lens qui en profitera une deuxième saison. Et on verra jusqu'où iront ces 100 et or. Ouais, effectivement, Kalimundo, c'est sans doute le plus talentueux, hein, pour l'instant, et on attend encore qu'il perce vraiment au plus haut niveau, et je pense que c'est ce qu'attend Paris aussi, et c'est pour ça qu'ils l'ont reprêté cette saison. Mais clairement, il a un potentiel énorme, et il peut complètement exploser cette saison à Lens.
Bien sûr, c'est clair. Ben, je pense que ça pourra forcément, enfin, pas forcément, mais de grandes chances que ça arrive parce que ce qui est assez drôle aussi quand on regarde plus globalement cette équipe de Lens dans ce championnat, c'est que, et tu me diras ce que tu en penses, c'est que cette saison, on a quand même l'impression que le niveau de la Liga est monté d'un cran. Et cette équipe de Lens, elle aussi, elle a tout de suite justement donné le ton de ce championnat et elle n'a absolument pas perdu comme pourrait l'être Saint-Etienne, pour d'autres raisons bien évidemment. Mais on se dit qu'avec des équipes comme le Racing Club de Lens en Ligue 1, et de par ce qu'elle propose, ça ne peut que justement améliorer la compétitivité du championnat. Ouais. Et puis pour revenir à la question initiale, savoir est-ce que c'est la Ouais. meilleure équipe du championnat derrière le PSG, ils battent quand même l'OM qui était deuxième, donc forcément ça joue aussi pour répondre à la question. Mais il faut aussi se dire peut-être, et pour modérer un petit peu le propos, que des équipes comme Monaco ont mis du temps à démarrer. Donc là, on voit bien que Monaco a commencé à passer la seconde et que ça commence à être intéressant. Lille aussi commence à retrouver un petit peu du fond de jeu et des résultats. Et puis, bon, l'OL est un petit peu encore en dents de scie, mais on voit bien le potentiel aussi avec tu as cité, des joueurs comme Lucas Paqueta au milieu. Donc, pour l'instant, on voit bien que cette équipe de Lens, elle est déjà prête, elle est déjà au taquet. Mais il y a d'autres équipes derrière qui peuvent arriver. Et ça va être intéressant de voir justement dans quelle mesure cette équipe est capable de continuer sur la durée et de poursuivre cet effort-là jusqu'à la fin du championnat. C'est clair, c'est clair. On verra si cette équipe de Lens a les ressources pour finir déjà dans le top 10, qui à mon avis serait pas une contre-performance, et peut-être même plus, accrocher une place européenne. Tout est possible. Et en parlant justement d'Europe, demain, c'est le retour de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui accueille Manchester City au Parc des Princes pour l'affiche de cette journée de Ligue des Champions. Alors Manchester City qui a eu du mal à rentrer dans son championnat et même dans cette saison plus globalement, parce qu'on le rappelle, ils ont commencé leur saison avec 2 défaites de suite, une au Community Shield et puis l'autre pour la première journée de Première Ligue. Aujourd'hui, City va beaucoup mieux, c'est replacé dans le top 4 de PL. Quand on se pose évidemment des questions sur la qualité de jeu du PSG, même si Paris finit toujours par remporter ses matchs, Arnaud, on a une équipe de Manchester City solide défensivement. Il va falloir bouger cette équipe de City. Pour toi, euh, quel trio ou quatuor offensif Pochettino doit aligner pour justement se permettre d'avoir toutes les chances de battre City? Ouais, alors City, effectivement, tu l'as rappelé, ils ont retrouvé une solidité, notamment défensive. Pour donner un chiffre, le duo Laporte-Ruben Dias, qui est aujourd'hui titulaire en défense centrale, c'est 26 matchs, 21 victoires, 2 nuls et 3 défaites, avec 15 buts concédés. Donc finalement, ça montre quand même la solidité de ce duo. Qui est nouveau cette saison, puisque la saison dernière, c'était plutôt Stones qui jouait aux côtés de Ruben Dias et avec une certaine efficacité également. On voit bien que Laporte là, a retrouvé aussi un niveau intéressant, et notamment depuis le début de la saison. Il reste sur 4 clean sheets consécutifs tous les deux. Donc, on voit bien que la difficulté, ça va être de franchir et de battre ce verrou mancunien au parc. Alors après, bon, on connaît les qualités de cette attaque parisienne, donc on sait qu'ils sont capables de battre à peu près n'importe quelle équipe. Le souci, et tu l'as dit, c'est que on sent bien que depuis le début de saison, le fond de jeu du PSG il est quand même très très moyen. Qu'ils arrivent à chaque fois à gagner, mais parfois la toute dernière minute sur un coup du sort ou un exploit de leurs attaquants. Bon, là, le problème qui va se poser à Pochettino, c'est que Messi revient de blessure. Il va donc forcément postuler à une place dans le 11. Et on voit aussi que sur les 2 derniers matchs où il était absent, finalement, Paris a peut-être réalisé ses 2 meilleures performances de la saison, notamment ce week-end face à Montpellier où il y a eu un peu plus de cohérence dans le jeu et dans les actions. Alors, tu m'as posé la question, qui aligner, qui Pochettino doit-il sacrifier dans le 11 J'ai envie de te dire, j'en sais rien. Mais
un indice, ça va être forcément la façon dont va jouer Paris contre Manchester. S'ils jouent plus défensif, ils vont conserver 3 milieux défensifs. Donc avec notamment la Paredes qui était revenu ce week-end dans un poste de titulaire avec Gay et le troisième larron. C'était qui Comment C'était Ander Herrera. Ander Herrera, voilà, qui est préféré en ce moment au milieu. Soit il jouait avec ces 3 milieux-là et du coup probablement les 3 intouchables devant, c'est-à-dire Neymar, Mbappé et Messi. Donc Di Maria serait sacrifié pour le coup, ce qui serait très dommage parce que Di Maria, on sait bien la qualité qu'il a sur les passes et notamment les passes décisives. Donc perdre Di Maria sur un match comme ça, je pense que on perd un grand transmetteur de ballon. Et si Paris décide de jouer plus offensif, ce dont je doute quand même, parce que Manchester, ça joue quand même beaucoup et il va falloir essayer d'avoir le ballon. Si Paris joue plus offensif, du coup, ils vont sacrifier un des 3 milieux dont je viens de citer le nom, probablement Paredes, qui paraît peut-être le plus en dessous depuis le début de la saison. Mais bon, ça risque aussi d'être compliqué d'un point de vue équilibre d'équipe. Donc, je sais pas. Quel est ton sentiment, Nathanaël? Écoute, moi, personnellement, je suis bien content de ne pas être Pochettino parce que là, c'est un casse-tête pas possible. Et c'est vrai que l'équilibre d'équipe, c'est le plus gros problème du Paris Saint-Germain depuis ce début de saison et même depuis quelques mois. Mais pour moi, la clé face à Manchester City va être surtout les transitions à la récupération du ballon parce que c'est un domaine dans lequel Manchester City a énormément de mal depuis plusieurs saisons. Alors ça s'est un peu moins vu l'année dernière parce qu'il jouait 109 et que forcément il a renforcé son milieu de terrain. Et avec un milieu de terrain en plus sur le terrain, ça se voit pas. Mais là, il est repassé avec Gabriel Jesus devant, donc ça fait un milieu de terrain en moins. Et à mon avis, c'est là c'est là que le bas blesse pour City. Alors, à mon avis, ça passe par l'utilisation, s'il en est capable, s'il s'est remis de sa blessure, de Lionel Messi en faux neuf. Lionel Messi en faux neuf, pourquoi? Parce qu'il sera libre devant. Et à ce moment-là, déjà, peut-être qu'il n'aura pas forcément besoin de faire de tâches défensives. Et s'il est tout devant et qu'il n'a pas forcément besoin de courir, je pense que ça ne gênera pas trop les autres s'il est tout devant. Et puis en fait, le fait de le positionner là, ça va forcément créer une petite mésentente entre les 2 défenseurs centraux et aussi le numéro 6 de Manchester City qui sera Fernandinho ou Rodri à voir parce que le dépassement de Messi entre les lignes est imprévisible et ça peut créer des espaces. Et je pense que c'est là qu'il faut que Paris en profite. C'est un peu ce qui s'est passé sur le but que Manchester City prend en finale de Ligue des Champions parce qu'on avait un Timo Werner justement qui était un peu libre de ses mouvements, qui était entre les lignes et qui a pu justement étirer l'espace qu'il y avait entre les 2 centraux, espace dans lequel Havertz a pu s'engouffrer pour marquer. Et je pense que la clé pour le PSG, elle est là. Maintenant, si on revient à la question de base, qui est-ce qu'il faut sacrifier? C'est compliqué de mettre Neymar sur le banc pour pas dire impossible. Si Messi est en mesure de jouer, Messi jouera. Kylian Mbappé, ça reste quand même malgré tout monsieur efficacité de cette équipe du PSG parce qu'il marque presque tout le temps. Donc malheureusement, celui qui doit en pâtir, c'est André Di Maria et c'est dommage parce que il a une qualité de passe qui fait la différence et dans ces matchs à très haut niveau, il te faut une qualité de passe comme celle de Di Maria, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et notamment Messi, il est tellement indispensable que on se voit bien les stats qu'il a contre Manchester City. Il a marqué 6 buts en 6 matchs contre City. Il a gagné à chaque fois contre Guardiola quand il jouait à domicile avec le Barça. Guardiola à Manchester City et au Bayern. Il a gagné 3 et 4-0 les 2 fois. Donc il a quand même cette appétence à bien jouer et à bien marquer, à bien réussir contre les équipes de Guardiola et contre City. Du coup, se priver de lui, ça serait juste impossible, très clairement. Et du coup, effectivement, c'est compliqué aussi de mettre Neymar et Mbappé sur le banc, comme tu l'as dit. Après, la difficulté aussi, c'est de joindre, de toucher ses attaquants. Donc, peut-être que la solution, c'est effectivement de faire descendre peut-être Messi en faux neuf, mais peut-être un petit peu reculé en poste de meneur de jeu, avec Neymar aussi un petit peu reculé, de laisser Mbappé un peu tout seul dans l'axe, ce qu'il souhaite aussi.
il n'a pas arrêté de le dire et de le répéter, qu'il veut être mis dans les meilleures conditions pour s'affirmer. Depuis le début de la saison, il est ballotté à droite, à gauche, ou dans l'axe en fonction justement des autres stars qui sont là. Il n'est pas vraiment mis en avant comme il le mériterait ou comme en tout cas, il souhaiterait le mériter. Et du coup, là, ça serait peut-être l'occasion justement de le mettre dans sa position où lui préfère finalement, c'est-à-dire dans l'axe, avec les deux génies autour de lui et potentiel pourvoyeur de ballon, quoi. C'est clair. Franchement, à mon avis, ça serait l'une des meilleures solutions pour avoir de la créativité et surtout de la vitesse et de quoi partir dans le dos des défenseurs de Manchester City. On pourrait, pourquoi pas, imaginer, hein, tu me dis ce que tu en penses, une sorte d'arbre de Noël avec, après je sais, hein, on sait tous, hein, le foot c'est pas FIFA, mais pourquoi pas avoir au milieu de terrain ton gay Herrera qui fonctionne bien depuis le début de la saison. Ouais. Incorporer Di Maria dans ce milieu à 3 parce qu'on sait qu'il est capable de le faire. Devant, un peu plus haut, tu as tes deux génies Neymar et Messi, et puis devant, tu as Mbappé, et puis tu as ton sapin de Noël avec tes latéraux qui montent. Pourquoi pas? Après, la difficulté, c'est effectivement d'avoir le ballon, quoi. Parce qu'on sait très bien qu'Ander Herrera, c'est pas non plus le meilleur récupérateur du monde. Il est plutôt un rôle de distribution au milieu. Que Gay, il fait un très bon début de saison, mais s'il est tout seul, ça risque d'être compliqué aussi. C'est là où on se dit que Marco Verratti manque un petit peu à cette équipe, qui aurait été parfait pour justement compléter le duo avec Gay, et que peut-être que là, du coup, avoir Di Maria au milieu, ça aurait du sens. Non, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que finalement, il ne faudrait pas relancer Wijnaldum sur un match comme ça, parce qu'il a aussi le profil, finalement, à être un peu le monsieur à tout faire de ce milieu de terrain. Oui, bien sûr. Et puis lui, il connaît ces ambiances-là, et puis surtout cette intensité au milieu de terrain. On l'a vu ces dernières saisons du côté de la Première Ligue, et même en Ligue des Champions, puisqu'il y a eu une confrontation entre Liverpool et Manchester City en Ligue des Champions il y a quelques années. On sait que Wijnaldum, lui, est capable justement de se déplacer entre les lignes, d'apporter le surnombre, de vite se projeter, etc. Ça peut être l'une des clés de ce match, mais au vu du début de saison qu'il fait, qui n'est pas mauvais, mais qui est loin d'être excellent non plus, est-ce que toi, si tu étais Pochettino, tu prendrais risque de titulariser sur ce match-là? Ouais, comme tu dis, il a la chance de connaître très bien Manchester City pour les avoir affrontés tous les ans pendant de nombreuses années. Donc, d'une certaine manière, il les connaît mieux que ne peut connaître un Paredes ou un Herrera, quoi. Même si Herrera joue aussi à United. Du coup, c'est quand même un avantage, d'une certaine manière, de l'avoir sur un terrain. Après, effectivement, il faut qu'il arrive à élever son niveau de jeu, comme il a pu le faire des années précédentes à Liverpool, parce que depuis le début de saison, c'est un peu fastidieux, et que du coup, peut-être qu'un autre joueur est meilleur aujourd'hui à ce poste, comme Ander Herrera, quoi. La difficulté que je vois, moi, par rapport à ce milieu-là, et notamment le fait d'incorporer Di Maria dans un milieu à 3, donc à un poste vraiment reculé pour lui, ça va être vraiment de se dire, face à des milieux de talent hein, de City, hein, on les connaît, les milieux de City, De Bruyne, Silva, alors je ne sais pas qui va jouer demain, mais il y a du beau monde, hein, Gundogan, Fernandinho, Rodri, ça fait quand même du très très beau monde, et j'ai peur que face à ce talent-là, à ces talents-là, le milieu du PSG coule, et que du coup on ne voit pas les attaquants derrière, quoi. En fait, c'est un peu le problème que tu as du côté du Paris Saint-Germain. C'est que au niveau de ton milieu de terrain et de tes milieux de terrain plutôt, c'est qu'avec le ballon, ce sont quasiment tous des top players. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu leur enlèves, que tu leur enlèves le ballon et qu'il faut défendre, c'est un peu plus compliqué. Et ça vient du fait que malheureusement, dans cette équipe, tu n'as pas de véritable sentinelle. Alors, on a Danilo Pereira, ok, mais à ce niveau-là, et quand on est le Paris Saint-Germain, à mon avis, en tant que titulaire indiscutable, on aspire à mieux. Après, je suis d'accord sur le fait que sur le mercato, le marché des sentinelles de haut niveau est très complexe, mais c'est ce qui pêche du côté
du Paris Saint-Germain, quand tu sais que de l'autre côté, on ne sait pas s'il va mettre Rodri ou Fernandinho, mais que dans tous les cas, ça ne changera rien. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, pourquoi pas, hein, jouer le tout pour le tout et assumer le déséquilibre total, dans la mesure où de toute façon, tu sais qu'il y a certains domaines où tu vas pêcher au milieu de terrain parce que bah, en face, ils sont plus forts. Maintenant, toi, tu sais qu'offensivement, tu as une armada telle qui te permet de quasiment boucler tous tes matchs avec au moins un but. Est-ce que tu ne penses pas qu'il ne faudrait pas non plus assumer ce déséquilibre, à l'instar de l'Atalanta, par exemple, hein, qui a totalement opté pour ça et qui, certes, encaisse des buts, mais s'assure de finir le match avec un but marqué de plus que l'adversaire? Bah, pourquoi pas, c'est une solution. Après, la difficulté aussi, c'est de faire en sorte que ces stars descendent et viennent défendre. Alors Messi, on sait qu'il ne le fera pas. En revanche, on a vu que Neymar, quand il voulait bien, et notamment il y a une semaine, il l'a fait, et on a vu tout de suite qu'il apportait un impact supérieur dans le match et dans la récupération. Mbappé, on ne le voit pas trop non plus défendre. Si effectivement, il faut que toutes les stars et tous les joueurs à vocation offensive fassent les efforts, jouent collectif et se serrent les coudes pour que effectivement ça marche. Tu as cité l'exemple de l'Atalanta. À l'Atalanta, tu n'as personne qui reste devant et qui attend les ballons. Donc, il faut vraiment que tout le monde fasse cet effort-là pour que ça marche et pour que effectivement derrière on puisse ressortir et exploser en envoyant des bons ballons devant aux attaquants pour qui plantent. Et aujourd'hui à Paris, on sent que ce déséquilibre il existe. Alors il existe encore plus en Ligue 1 où tu sens que les joueurs ils prennent un petit peu leur adversaire de haut et pour l'instant ça marche. Donc voilà, pourquoi pas continuer en Ligue des Champions et en particulier contre Manchester City, ça peut pas marcher. Et on a vu contre Bruges que même cette modeste équipe de Bruges, ça suffisait pas de la jouer mode Ligue 1. Donc encore moins contre City quoi. Là, c'est clair, c'est la Ligue des Champions. C'est un niveau au-dessus. Et quoi qu'il en soit, on aura la réponse demain aux alentours de 23h. Et pour boucler ce premier débrief, alors moi, je te propose d'évoquer le Napoli. Parce que le Napoli, cette saison en Serie A, c'est 6 matchs et 6 victoires. Donc une place de leader de Serie A. Alors, on ne va pas s'enflammer, hein, bien évidemment, parce qu'on est qu'en début de championnat. Mais dans une Serie A qui est quand même plus serrée ces 2 dernières années que les années précédentes avec l'ultra domination de la Juve, est-ce que tu ne penses pas que les Napolitains, ils ont un coup à jouer? Bah, clairement, ils ont un coup à jouer. En tout cas, ils l'ont démontré lors de ces 6 premiers matchs. Faut pas oublier quand même que ces 6 premiers matchs, ils les ont gagnés et largement gagnés. 16 buts marqués, 2 buts encaissés seulement. C'est le meilleur départ depuis la saison 2017-2018. Donc, autant dire que cette équipe de Naples, elle carbure au super, avec notamment un Victor Osimhen retrouvé par rapport à la saison dernière où il avait fait une saison plutôt moyenne. Là, il est à 5 buts en 6 matchs. Donc cette équipe, en tout cas, elle est déjà très très performante et plus performante que ses adversaires potentiels. Donc à voir ce que ça donne effectivement sur le long terme. En tout cas, on voit que cette équipe elle est équilibrée avec un nouveau coach qui réussit on va dire, donner envie à ses joueurs de suivre un peu ses directives. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nathanaël? Oui, bien sûr. Bah, c'est ce qui manquait au Napoli ces dernières années, en fait. Bah, très clairement, depuis le départ de Mauricio Sarri, c'est cette envie d'aller vers l'avant, le redoublement de passe, le surnombre en attaque. C'est ce qui faisait un peu la force du Napoli du milieu des années 2010 jusqu'au départ de Sarri. Et ça, on l'avait un peu perdu. Alors après, c'est vrai que c'est pas du tout le style de Gattuso d'opérer pour ce style-là, mais Spalletti, lui, est reparti dans cette direction-là. Et puis on voit que ça fonctionne du côté du Napoli. On peut aussi également évoquer le regain de forme plutôt de Kalidou Koulibaly qui, depuis 2 saisons et qu'on l'annonçait un peu partout en Europe, était moins bon. Là, cette saison, il revient sur de bases plus saines et est plus constant, plus solide. Et oui, tu l'as évoqué, hein, Victor Osimhen, cette saison, il commence bien. Il est un peu sur
les bases de la fin de saison dernière où il s'était voilà, un peu réveillé. Et oui, hein, avec un Insigne aussi qui est sur la continuité de son euro, je pense que cette équipe, comme tu l'as dit, elle est très complète. Et à mon avis, elle peut être compétitive et s'avérer dangereuse pour la suite de la saison en Serie A. Alors, elle n'a pas joué non plus beaucoup de grosses équipes en ce début de saison, mais bon, elle a quand même battu la Juventus, qui n'est pas rien, même si la Juve ne fait pas le meilleur début de saison de son histoire, mais c'est déjà une confrontation directe remportée face à un concurrent, donc c'est de bon augure. Ouais, de bon augure. Et puis, il y a quand même, il va falloir qu'ils fassent attention un petit peu, les Napolitains, parce que il y a 3 joueurs qui vont partir à la CAN en début d'année prochaine. Non des moindres, hein. On va avoir Osimhen, Zambo Anguissa qui fait un super début de saison aussi au milieu, et Kalidou Koulibaly qui est, comme tu l'as dit, au retour, de retour au meilleur de sa forme. Ce qui fait que, au final, avec un joueur par poste, un joueur clé par poste en moins, cette équipe du Napoli, elle va devoir se réinventer un petit peu pendant 2 mois, quoi. Ouais, ça va être compliqué avec l'absence de ces trois joueurs-là, d'autant plus que ça arrive à un moment où, certes, il y aura de la Serie A, mais il y aura aussi de l'Europa League. Si le Napoli se qualifie pour les 16e ou les 8e de finale à ce moment-là, mais à mon avis, ça sera fait. À voir comment ils vont gérer ça, mais dans tous les cas, oui, on sait que les débuts de saison sont très importants pour engranger le maximum de points. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu évoquais la saison 2017-2018, où ils avaient fait ce début de saison-là. À la fin de la saison, ils avaient fini avec 91 points. Donc, dans un monde normal, à 91 points, tu es champion. Mais à ce moment-là, il y avait la grande Juventus qui, elle, avait terminé avec 95 points. Mais dans tous les cas, on verra comment ça va s'articuler pour la suite. Arnaud, je te remercie pour ce premier débrief. Merci à toi. Fort sympathique et fort enrichissant aussi, avec toutes ces statistiques. Et on espère aussi que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour la semaine prochaine pour le débrief du week-end prochain. Et retrouver toutes les statistiques, bien évidemment, sur notre site footballatavas.eu et plus encore. Bon après-midi à vous et bonne fin de journée. Au revoir.